Samedi 14 mars 2020, la librairie Ombre Blanche recevait, avec le soutien de la Maison des Écritures de Lombez, l'auteur Michel Julien, à l'occasion de la publication de son roman chez Verdier, Intervalle de Loire. Bonne écoute. What is Voilà, donc nous allons, je disais, nous embarquer avec toi, essayer de rendre compte un peu, ou plutôt de compléter, ou de rendre compte de ce livre Intervalle de Loire, dont j'ai d'abord envie de te demander si finalement tu avais d'abord prévu d'écrire quelque chose à partir de ce voyage, de cette parenthèse, cette longue parenthèse amicale, qui résulte aussi bien d'un pari qu'on pourrait dire, ces fameux paris un peu imbéciles, mais finalement réalisés avec une opiniâtreté, une ténacité exemplaire. En tout cas, quand on lit, quand on a lu le livre, on hésite entre exaltation et souffrance, bonheur et bon, et d'être un peu pris aussi au piège de ce déjeuner au cours duquel on décide. Mais ensuite, une fois au bout de l'aventure, une fois à l'estuaire, je te laisserai dire quel a été le trajet au bout de l'estuaire. Est-ce qu'il s'est passé des semaines avant que tu te décides, ou c'est venu naturellement? Il s'est passé ça se compte pas en semaines mais en années, puisque j'ai exactement 57 ans et c'est un voyage qu'on a fait en gros pour mes 50 ans. C'est trois copains d'enfance, on s'est connus, on avait 8 ans. Voilà, des amitiés qui sont restées. Il y a quand même eu des alluvions, hein, puisque... Oui. Donc on a eu 30 ans ensemble, 40 ans ensemble, et puis 49 ans ensemble. Et là on s'est dit, on va avoir 50 ans, comment on pourrait fêter ça, et c'est vrai que c'était au cours d'une soirée un peu arrosée, dans la Nièvre, où j'avais une petite maison de campagne, et le matin même on était allé à Nevers regarder l'eau couler, avec femme et enfants, et le soir, après quelques bouteilles de vin, il y en a un, et c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'on ne sait même plus lequel des trois a lancé, un peu comme une boutade, voilà, pour nos 50 ans, ce qu'il faut faire, c'est la Loire est si belle, c'est s'acheter une barque et puis descendre le fleuve à la rame. Propos d'ivrogne. Il a pensé que la bouteille vide, en la jetant dans la Loire, ouais, elle allait sûrement arriver tout au bout. Et il est vrai que ça a beaucoup fait rire nos enfants qui n'étaient pas encore couchés quand l'idée est sortie. Et puis le lendemain matin, les propos n'avaient pas été oubliés. Et voilà, on avait un an pour se décider, préparer ou renoncer. Et puis, comme ça avait été dit, il fallait aller jusqu'au bout. Donc, je pensais absolument pas en faire un texte. Quand on a descendu ce fleuve en 26 jours, j'avais emporté un petit carnet de bord. Et tous les soirs, je notais ce qui s'était passé dans la journée. Donc c'est très factuel, c'est des petits faits assez inintéressants. Et ça formait quand même un petit bloc disons une centaine de pages à peu près. Et quand l'envie m'est venue de faire quelque chose de ce voyage, évidemment la première chose que j'ai faite, c'est sortir ce carnet, relire ces notes qui m'ont servi absolument rien. Il n'y avait rien à en tirer. On est parti à telle heure, on a déjeuné à telle heure, on s'est arrêté à telle heure, on a croisé, on a vu une biche, strictement rien
à y puiser. Donc non, c'était pas du tout prémédité. Ce qui s'est passé, sans doute, le véritable moteur, c'est que l'aventure avait été si belle que il y a 2 ans, avec les mêmes comparses, on avait refait une section de 550 km dans les mêmes conditions, avec la même embarcation. Et c'est ce deuxième voyage qui m'a donné envie d'en faire quelque chose. Et ce qui a joué au premier chef, c'est que je travaillais encore il y a 1 an, et je travaille encore sur un texte qui n'a rien à voir avec ça, un texte de fiction qui me résiste, qui est compliqué, qui me demande beaucoup d'énergie. Enfin, j'écris encore plus lentement qu'on ne rame, et j'ai éprouvé le besoin de faire une espèce de parenthèse, de mettre ce texte de côté et de m'aérer l'esprit. Je pensais même pas en faire un livre, c'est parti. Voilà, c'était simplement essayer de me souvenir, de faire émerger des impressions que j'avais de ce voyage, qui était vieille, donc de 6 ans. Et finalement, ça a fait un petit bouquin. Mais ça m'a permis de prendre du recul par rapport à celui que je continue d'écrire et de le réaborder de façon presque neuve. Donc, tout bénef. Alors, nous t'avons reçu pour la plupart de tes livres, et bon, je rappellerai que nous avons fait connaissance après qu'un de nos libraires qui malheureusement est disparu très prématurément, avec une maladie très rapide qui l'a emporté dans la tombe de façon totalement inattendue. Donc on t'avait rencontré à propos de Au bout des comédies, cet ensemble de récits, de nouvelles, intitulés récits. Et puis nous t'avons reçu successivement pour Esquisse d'un pendu, Hipparco, Denise au Ventoux et L'île au tronc. Il n'y a guère que pour les Combarelles, mais on n'avait pas de lampe à acétylène pour visiter avec toi les grottes, donc on a finalement opté pour autre chose. Et dans presque tous ces livres, je pense que dans tous ces livres, il y a une place particulière. T'entendant, je n'avais même pas prévu de te poser cette question, place particulière pour le corps, la représentation des corps, une forme d'écorchement des corps, parfois de corps ravagés, de corps travaillés, y compris dans Denise au Ventoux. Il y a et tout du long cette souffrance de la montée, cette difficulté de la montée, bon, jusqu'à malheureusement l'écrasement final ou la disparition dans l'île au tronc, n'en parlons pas. Et là, évidemment, de façon plus distante, plus légère, il y a encore cette dimension, cette permanence de l'écriture, d'essayer d'écrire ce qu'est un rapport au corps. Oui, je crois qu'il y a un fil conducteur qui n'apparaît pas du tout. On me fait souvent la remarque de la différence des sujets que je peux aborder. J'y peux rien, des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Un coup, c'est Paris au XIVe siècle. Un coup, ça va être la Crète dans les années 1960, un coup l'URSS au sortir du conflit mondial. Le vrai fil conducteur, effectivement, tu as raison, ça tient au corps, ça tient au handicap, ça tient à quelque chose d'un décalage par rapport à une certaine façon d'être et de se mouvoir et d'être au monde. Je dirais pas que dans Denise au Ventoux,
c'est les difficultés de la marche de l'ascension, parce que c'est la marche telle que je la décris, c'est quelque chose de relativement simple. Ce qui me plaisait, moi, dans Deniso Ventoux, c'était d'essayer de m'approcher au plus près de ce que peut être un animal, la conscience d'un animal. De même que dans le livre précédent, ce qui m'intéressait, c'était de m'approcher au plus près de ce que peuvent être les perceptions d'un sourd muet. Voilà, j'ai l'impression, c'est pas par choix, qu'il me faut cette espèce de décalage entre moi et les êtres, décalage souvent physique, pour que une forme de magie prenne, qu'il y ait une forme d'empathie supérieure qui me projette dans ces protagonistes. Alors, pour moi, ce livre, celui-ci, Intervalle de Loire, est une parenthèse, une espèce de récréation, et le mot est le bon, je crois. J'avais pas du tout pensé à ce que tu évoques, à savoir qu'on retrouverait dans ce livre un rapport au corps. Oui, le corps existe, effectivement, mais je reprends un mot que tu as dit dans ta toute première question, c'est le mot de souffrance. Il n'y a pas eu de souffrance pendant ce voyage. C'était vraiment quelque chose de relativement aisé. Moi, je m'attendais à ce que, au bout de 3 jours, 4 jours, on en ait assez, ou qu'on soit fatigué, ou que voilà. Pas du tout. On a trouvé une espèce de rythme comme ça, qui, sans se mettre ni en danger, ni hors limite, surtout pas. C'est un voyage que je recommande à tout le monde. Il ne faut pas non plus que la Loire soit envahie de barques comme ça. Mais ça ne demande pas tellement d'efforts. Ce qui est compliqué, c'est de passer, je veux dire physique. Ce qui est compliqué, c'est de passer un certain nombre d'heures par jour dans un mouvement qu'on ne connaît pas, qui remplace la marche. Ramer, on s'approche de la marche, mais les exercices sont très différents finalement. Et voilà, l'effort il est plutôt mental. C'est de voir un certain nombre d'heures par jour tirer sur les avirons et éprouver, non pas physiquement ce que ça peut faire, mais comment on vit avec ça. Quelles sont nos perceptions, nos appréhensions du monde, alors que tout le corps est accaparé dans un même geste répétitif, lassant, qui n'est pas la marche. Voilà. Si le mot souffrance n'est pas à proprement adapté, il y a quand même tout au long de ce livre un regard sur les ampoules aux mains, les pieds qui brûlent, ou les pieds qui trempent dans l'eau, ou le froid, ou les excès de température. C'est des petites misères, c'est pas... Et puis, la scoliose à la barre. Vraiment, enfin, le maître mot, s'il doit y avoir un maître mot pour ce livre, c'est que, et là aussi c'était pas conscient, mais c'était absolument pour moi évident, naturel, c'est un anti-journal de voyage. J'ai eu l'occasion de le dire, j'ai fait énormément de montagnes, de hautes montagnes, de très hautes montagnes. Et pour le coup, alors voilà, bon, là on peut parler pour certaines ascensions de grosses difficultés, plus concentrées dans le temps, mais rien à voir avec le fait de ramer au soleil. Mais j'ai surtout, pendant ces presque 30 ans au cours desquels j'ai ascensionné, j'ai dévoré la littérature alpine. J'ai lu des centaines et des centaines de récits qui ne sont pas toujours bien écrits, mais peu importe, où voilà, on retrouve des ambiances de montagne. J'ai été rompu à ce genre littéraire qui est très factuel, qui est... ça commence par le bas, on arrive en haut et on redescend. Dans certains cas malheureux, il y a un drame, petit ou plus important, mais voilà, le schéma est toujours le même. Et pour moi, il aurait été totalement stérile
d'écrire cette descente de Loire entre trois pieds nickelés, disons-le, tel que, voilà, on va raconter un récit de voyage qui avec un début, avec des petites péripéties, des petites douleurs, des petites fatigues, beaucoup de philosophie derrière, et puis l'arrivée. C'était pas du tout mon propos. Ce que je voulais vraiment, et avec ce décalage du temps, c'est ça qui joue beaucoup et qui était finalement le plus intéressant. 6 ans après avoir fait cette navigation, quel souvenir je pouvais avoir des impressions majeures, que ce soit des impressions physiques avant tout. Alors ça peut donner peut-être l'impression que on en a bavé. Mon propos, c'était vraiment de retrouver mentalement qu'est-ce qu'on éprouvait, quelles pouvaient être les pensées, l'état d'esprit qu'on a quand on passe 9 heures par jour dans 4 mètres carrés, parce que c'était 4 mètres carrés, à 3. Quelles sont les ressouvenances de paysages, d'impressions visuelles, sonores, olfactives, voilà. Et le tout un peu dans le désordre. C'est un livre dans lequel il y a un début, voilà, bon. Ça part du projet initial entre copains. Ça part du point de départ, effectivement. La barque a été mise à Andrézieux, à hauteur de Saint-Étienne, à peu près. Et puis bon, à la fin, oui, c'est la mer. Mais entre les deux, je ne suis pas une chronologie du voyage. C'est pas que je m'amuse à mélanger les villes, c'est pas ça. Tout avance par petites sections, hein, c'est des petits chapitres très courts. De page à 6 pages, qui concernent chacun, voilà, non pas des souvenirs, mais des impressions de voyage. Et chacun fait ce qu'il veut. C'est un livre qui pourrait on peut le commencer où on veut, en fait. On peut le commencer par le milieu. On pourrait, voilà, c'est des petits blocs mis presque volontairement dans le désordre. Et puis pour finir, c'est un livre, c'est l'anti-livre de voyage, et puis c'est un livre qui est anticulturel aussi, c'est-à-dire que on pourrait s'attendre, bien sûr, puisqu'on a traversé toutes ces régions, à ce qu'il y ait un chapitre sur les châteaux, bien sûr, sur les vignobles, sur la gastronomie, sur la littérature, la peinture. Pas du tout. Pas du tout, parce que déjà, ça existe déjà. Il y a des bouquins qui sont parfaitement bien faits. Et puis c'était pas, on n'a pas eu le temps de le faire. C'est-à-dire que notre projet, c'était vraiment un projet liquide, c'était un projet fluvial, et il ne s'agissait pas de s'arrêter pour aller visiter tel ou tel. J'en tire pas gloire, hein, c'est pas ça, mais c'était un projet d'immersion totale dans le fleuve. Au point même de dormir plutôt dans les îles que sur les bords, et profiter des bords. Il n'y a jamais eu relativement rarement ni de camping ni d'hôtel, aucunement. Le projet, vraiment, quand je dis se couler à la Loire et se laisser couler par elle, c'était aussi le soir de ne pas aller à l'hôtel, donc de dormir là où on ramait. Alors, généralement, c'était sur des îles. Pour être au plus près du fleuve, mais aussi parce que sur les îles, on est sûr ou à peu près sûr, qu'on ne va pas être embêté par tout à coup une sono qui arrive. Voilà, donc ça nous est arrivé. Alors, les îles, il n'y en a pas jusqu'au bout. Donc à la fin, fini les îles, c'était les berges. À peu près à partir de Angers, ça commence à... C'est plus le même voyage. À partir de Angers, déjà, pas Angers, un peu plus loin qu'Angers, on commence à sentir les marées qui jouent contre nous. Et là, le voyage bascule dans autre chose. Là, ça devient pénible. Et là, tous les bons moments
sont remplacées par des contraintes tout à fait nouvelles et pour le coup sérieuses. Des contraintes, il y a la marée, mais il n'y a pas que ça, il y a des contraintes qui sont liées à l'humain. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé pendant ces 26 jours, c'est l'absence de personnes rencontrées. À part les pêcheurs. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je fais plus de montagne, mais je fais encore beaucoup de randonnées. J'ai lu un livre extraordinaire d'un type qui a, c'est pas le seul, hein, qui a descendu la Loire à pied, lui. Quand on marche, on peut s'arrêter quand on veut. Ça, il suffit d'un quart de seconde pour décider de l'arrêt et le faire. Et la marche reprend comme elle s'est arrêtée. Marcher, ça procure des rencontres. Il est frappant de voir que celui qui fait un pèlerinage, celui qui fait une longue distance, a comme souvenir des gens rencontrés, des échanges. En barque, c'est pas du tout la même chose. Avant d'arrêter la barque, il faut trouver le bon endroit. Il faut arrêter de ramer, il faut ranger un peu le matériel, il faut se rechausser, etc. Donc, dans le fond, c'était des journées sans voir personne, des journées complètes sans un visage. Et cette très très forte impression qui me reste, c'est que on se ravitaillait, bien sûr, on évitait les grandes villes volontairement. On faisait des escales dans les tout petits villages pour aller à la supérette du coin. Oui, on pourra en reparler. Et ma foi, voir le visage d'une boulangère ou le visage d'un charcutier, c'est un visage tous les 2-3 jours. Et c'est frappant au sens propre, c'est-à-dire que ce visage s'imprime dans votre rétine. Je suis arrivé à Toulouse, il était 2h de l'après-midi. Combien de personnes j'ai croisées depuis que je suis là? J'ai vu des centaines, peut-être des milliers de visages. Je n'en retiens aucun, sinon les vôtres bien sûr. Mais voilà, là c'est au compte-gouttes, pendant 2 jours, 3 jours, vous avez le droit à un visage. Et ce visage, il vous marque, non pas que la personne ait été ceci ou cela, ou gracieuse ou disgracieuse, peu importe, mais oui, enfin, je parle d'une pénurie de faciès, c'est exactement ça. Mais là, je me suis écarté du propos, lequel était de dire qu'à partir d'Angers ou au-delà d'Angers, avant Nantes et surtout après Nantes, la difficulté, elle est dans le rapport de taille. Rapport de taille, bien sûr, à cause des marées, comme je l'ai souligné, mais parce que vous croisez des complexes industriels qui n'ont plus rien à voir avec les maigres dimensions d'une petite barque. Voilà, il y a l'usine de Cordemais qui est très impressionnante. Il y a bien sûr, dans Nantes, vous traversez des quais de déchargement, vous croisez des paquebots, des cargos, pardon. Et puis ensuite, il y a Donge, l'usine de Donge, la raffinerie Total. En amont, en aval et jusqu'à la mer, c'est des quais de déchargement, des grues absolument gigantesques. Des pavillons énormes et voilà, faire naviguer avec le vent et ces impressions maritimes, faire naviguer une toute petite esquif que vous poussez à la rame, bon, ça change complètement les rapports du voyage. Alors c'est le récit de une forme de retrait, c'est un retrait à 3. Et qui n'est pas non plus, c'est aussi l'anti-Sylvain Tesson, c'est-à-dire pas de méditation sur le retrait, tu nous fiches la paix avec toute forme
oui, de méditation sur la solitude, en prenant des notes dans la relecture, je me disais, bon, on pourrait aborder cette discussion par des éléments du livre, alors l'eau, la couleur de l'eau, la transparence, la lumière, aussi par la représentation, la carte. Ça a au début une importance très grande. Comment on va, parce que finalement il y a quand même une préparation, donc la représentation de ce fleuve à travers ces cartes, et puis ces cartes du ciel. Il y a l'évocation du fleuve lui-même, ce que tu disais aussi, comment on y circule, le côté labyrinthique, il y a le courant, la vitesse de l'eau, bon, enfin voilà, la souffrance à la rame, l'absence de souffrance à la rame. Et finalement, je me suis dit, et alors évidemment, comme dans tous tes livres, ce qui vient rompre avec, on va dire, avec une certaine matérialité de la réalité, c'est la matérialité de ta littérature. On retrouve dans ce livre ce que l'on admire et que l'on aime dans les livres précédents. C'est l'écriture. Cette écriture, elle te permet quand même de rendre compte au plus près de choses qui, visiblement, avaient quand même déjà un certain temps, comme tu dis, ces impressions, au double sens du terme, l'impression en toi et l'impression à restituer. Et je te disais tout à l'heure que peut-être on pourrait aborder une discussion à travers, par exemple, ces impressions sur les sens. Tout à l'heure, tu as tout de suite évoqué, pardon, la vue l'ouïe, les sons. Et donc je propose que peut-être on fasse un tout petit parcours qui nous permettrait de retrouver ton style et ta prose, et qui permettrait que tu remémores auprès de nous certains des moments passés. Alors prenons la vue, juste quelques lignes, et je prends ces lignes au milieu d'un paragraphe. Ce ne serait pas compliqué. On pourrait dresser le catalogue des mouvements ophtalmiques, ceux du barreur, de la vigie, en une journée. L'œil sur le mysticisme des grèves, puis l'œil sur le simulacre du fleuve, l'œil sur la vue raccourcie des objets jonchant le sol, enfin, l'œil au spectacle d'un ongle. On ne supporte pas les coups de marteau donnés par autrui. On les accepte bien mieux quand on les rend soi-même, car on en prévoit le bruit, on le produit. Ainsi, celui des avirons conçoit ce qu'il pétrit dans le précaré de son œil, de ses mains prolongées, des rames. Lui seul à contre-vue aurait l'optique du bon instant, du juste alentour. Réaction. Oui, cette question des sens, elle traverse ce livre. Pour la vue, c'est ce qu'il y a eu de plus sans doute inattendu. Alors la vue, elle passe par tout ce qu'on veut. Ce qu'on voit, c'est évoqué ici de très très près, comme au microscope, c'est-à-dire ses pieds. Il n'y a pas grand-chose à voir finalement. Il y a beaucoup à voir, mais il n'y a pas beaucoup à voir. Et en contre-plongée, comme tu dis. Oui, il y a tous les axes possibles. Donc il y a les petites bricoles qui traînent au fond de la barque, le paysage, mais le paysage qui se répète, c'est un ruban, et quand il change, on ne voit pas exactement comment il change. L'eau, mais ce qu'il y a de plus intéressant là-dedans, visuellement, c'est que, et ça me fascine, c'est que il y a 3 places. Il y en a un qui est à l'arrière et qui donne la direction avec la barre. Il y en a un qui est à l'avant et qui regarde s'il y a des cailloux, s'il y a des bras morts, parce que c'est une des pires places. Il faut toujours être attentif à ce qui se passe, s'il y a des hauts-fonds ou des bas-fonds, parce qu'on n'arrête pas de s'enliser. Et ces deux-là, ils voient dans le bon sens. Ils ont les yeux qui devant, en gros, vers la mer. Et ces deux-là discutent entre eux, pas pour avoir des discussions
de bons camarades ou philosophiques ou autres, ils discutent de ce qui se passe. Celui qui pressent une branche morte, un tronc flotté, prévient tout de suite à l'arrière pour que le mouvement soit... Et celui qui rame, lui, il voit tout à l'envers. Il est dans l'autre sens. On rame dans l'autre sens. Et c'est formidable parce que il entend ces deux comparses parler d'un paysage que lui ne voit pas. Parce qu'on ne se retourne pas quand on rame. Faut vraiment que ce soit exceptionnel. Et ça donne des choses absolument merveilleuses. C'est un grand souvenir. Je parle par exemple du passage des ponts. Il y en avait, je crois, 128 sur les 850 km qu'on aura pu faire. Et ceux qui voient dans le bon sens annoncent un pont. Donc un village approche mais ce pont pour le barreur il n'existe pas, c'est une notion de pont. Ce pont il peut être à 100 mètres, il peut être à 2 km en fonction et lui ne le voit pas, ce pont. Et ce pont c'est un événement parce que le passage d'un pont c'est un peu les frontières qu'il y a en Loire. En plus, certains ponts sont très compliqués à passer. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, parfois 3 quarts d'heure, il entend ses camarades parler de ce pont. Et ce pont, il semble ne pas se rapprocher, alors que lui est complètement ailleurs. Ses yeux regardent un paysage où il n'est pas du tout question de pont. Et ça crée comme ça une espèce de décalage très, très troublant et très... au point que, c'est ce que je dis et c'est ce que je crois, la place de celui qui rame finalement est préférable parce qu'il est dédouané de tout. Il peut arriver n'importe quoi. Ce pont, il s'en fiche, c'est pas son affaire. Et une fois que ce pont est passé, lui regarde ce pont. Alors que ses camarades sont déjà dans le paysage d'après. Ils vous parlent d'un clocher ou d'un village ou d'une vache, et vous voyez le pont. Et ce qui est très reposant en plus quand on rame, c'est que, je trouve, c'est que quand quelque chose s'approche, ce pont que vous le voyez, on a l'impression que ça dure un temps infini. Il est long à arriver, ce pont. Par contre, dès que vous l'avez passé, il s'éloigne avec une rapidité saisissante. Voilà, ça c'est un des jeux visuels que procure, que je me suis amusé à décrire et que procure une navigation, ce qu'il n'y a pas du tout dans la marche. Quand vous marchez, pareil, vous pouvez regarder sur les côtés, vous retourner, regarder devant à tout moment. Là, il y a des directions visuelles à prendre. Restons un tout petit peu sur les yeux et peut-être cette affaire de contre-plongée, comme tu le disais, ou de vue fugace sur une jeune femme sur un pont, justement. Et en tout cas, tout sauf ce que tu présentais tout à l'heure en disant il ne s'agit surtout pas d'un voyage culturel, c'est-à-dire en fait on a des images, oui, très, très fugaces, quand elles ne s'attachent pas à prendre les bonnes directions avec le bateau. Elles sont très fugaces et très, très neuves à l'entendement. Il y a les villages, mais il y a les grandes villes quand même. Traverser une grande ville, Orléans, Tours, Nantes, à la barque, en barque, c'est incroyable parce qu'une fois encore, on ne voulait pas s'arrêter dans les grandes villes. Et vous les voyez comme si vous étiez dans la cave, en dessous, dans une espèce de contre-plongée. C'est frappant à Orléans, par exemple. Vous traversez la ville, il y a un parapet sur les berges des deux côtés. Donc le monde n'existe qu'à partir du deuxième étage. Des gens qui marchent sur les quais, vous ne voyez que la tête et encore. Et il n'y a pas que la vue, il y a aussi les sons qui s'en mêlent, c'est-à-dire que la ville a ses propres sons, il y a les voitures, il y a les coups de klaxon, il
il y a des enfants qui jouent, il y a tout ce que vous voulez, et vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas les voitures. Et donc cette ville, c'est presque un effet cinématographique, quelque chose de presque onirique. Vous avez les impressions d'une ville qui sont restituées par des bruits, alors que votre œil n'a pas accès à ces bruits. Et puis, ça procure aussi des impressions incroyables. C'est-à-dire, à partir de quand commence une ville, vraiment ? À partir de quand ? Parce qu'il n'y a pas un panneau qui vous dit Orléans, ou un panneau barré à la fin. À partir de quand on se sent dans le centre-ville ? À partir de quand on sait qu'on est dans les périphéries extérieures ? Toutes choses que vous savez reconnaître quand vous êtes en voiture ou à vélo. Mais là, c'est autre chose. Les perceptions ne sont plus du tout les mêmes. Hein. Tu as donc commencé à nous chatouiller les oreilles, donc on va passer des yeux, on va quand même passer des yeux aux oreilles, et non pas en ville, mais il y a tout un petit chapitre, donc tu as compté le nombre de... Est-ce qu'il y a autant de chapitres que de ponts J'ai pensé après coup, je me suis dit, ça aurait été quand même marrant ou de faire 26 chapitres, 26 jours, enfin bon, mais non. Bon, il y en a un peu plus, on va dire il y en a une soixantaine à peu près. Je sais pas, je n'ai pas compté. Et il y a donc un chapitre sur les impressions auditives, suivi d'un chapitre sur le silence. Alors, quelques lignes de ces impressions. La Loire charrie du sable, elle drague des bruits, les sons font leur petit bout de chemin, un temps, fléchissent, se plient à d'autres. De ce tapage fluvial émane la logique d'une cacophonie linéaire, des embruns de grabuge, car on n'en voit jamais les auteurs, car aucun son ne commence et ne finit en soi. Il s'enchevêtre, se donne réplique. Le passage d'un camion reprend les derniers tintements d'une station d'assainissement. Lui-même cède à la sono d'un rappeur, repris par le potin d'une tractopelle. Il n'y a guère que les clochers d'église capables d'émettre un son complet, dialectique, détaché, quel que soit leur sonnet, avec un début et une fin. À quel moment change un paysage ? Nous passons de l'un à l'autre sans en percevoir la transition. Or, selon leur modelé, leur charge forestière ou leur nudité, ils ne rapportent pas les mêmes sons, ils ne rapportent pas les sons de la même manière. En plus de la vue, peut-être, avec un peu d'entraînement, pourrions-nous avoir recours au bruit pour concevoir des liaisons panoramiques. Ben oui, cette histoire des sons, ça a été... c'est pas un voyage qui me demande beaucoup de préparation, mais on avait un petit peu préparé les choses et on était limité sur ce qu'il fallait emporter. Mais on se sera beaucoup trompé sur plein de trucs, des choses qu'on avait amenées qui ont été complètement inutiles. C'est un peu pareil avec les bruits. Alors on avait choisi, puisque on n'avait pas de moteur, on s'est dit allons jusqu'au bout, on va pas prendre non plus de musique, ni de téléphone, ni de cordon, ni de batterie, ni de trucs comme ça. Et on s'attendait à une navigation absolument silencieuse, le cuicui des oiseaux, pas du tout. Pas du tout, c'est un potin permanent. Descendre un fleuve, vous êtes exposé à un bruit absolument permanent. Et ce qui est frappant, c'est vrai, c'est que ce ne sont pas... c'est comme des morceaux de bruit, puisque vous avancez. Si vous avez une pompe, un agriculteur, et Dieu sait s'il y en a qui prennent leur quota de flotte à la Loire, le temps que vous passiez, c'est la pompe que vous entendez. Laquelle pompe va céder son bruit pour un autre, etc., etc., etc. C'est une espèce d'enchevêtrement de colliers de perles, de sons que vous ne voyez pas toujours, et c'est ça qui est amusant, qui s'enfilent les uns aux autres. Les villes aussi ont leur bruit. Les villages, c'est encore d'autres bruits. Et on s'y fait pas vraiment à cet tintamarre, parce que c'est
c'est vrai qu'on cherche le calme quand, a priori, quand on fait ce genre de voyage. Et du coup, c'est des bruits qui couvrent vos propres bruits. Alors, on a été frappés tous les trois de voir à quel point on ne se parlait pas entre nous. C'était des journées où il n'y avait pas d'échange tant qu'on ramait. On n'avait rien à se dire. Et Dieu sait si on se connaît. Mais tous ces bruits qui étaient autour de nous, une espèce de... C'est pas des bruits qui vous entourent. L'impression qui me reste, c'est que c'est des bruits linéaires. Et c'en était. Et tous ces bruits, finalement, couvrent vos propres bruits. Les propres bruits, il y en a. Ils sont ténus, ils sont à bord. Il y en a quelques-uns quand même. D'abord, il y a le bruit du courant. Hein. Il a son... on entend, il suffit de s'arrêter, on entend l'eau passer sous la coque, c'est un bruit. Il y a le bruit des pales, très régulier. Il y a le bruit le cuicui des dames de nage, ce dans quoi on insère les barres, etc. Tous ces petits bruits qui sont proches de vous, qui devraient être les premiers, ils passent à l'as. Et quand tout s'arrête, le soir, voilà, on a l'impression de redécouvrir un univers sonore qui était là et qui vous a pas été autorisé au cours des 9 heures, parce que c'était très réglementaire, c'était 9 heures par jour. On ramait 1 heure, les tours de rôle étaient d'1 heure, donc on avait 3 fois 1 heure dans la journée. Et le soir, exactement, c'est ce que je vous disais avec la boulangère ou le charcutier, vos camarades, vous les voyez pas non plus. Vous les voyez pas parce que les visages sont inversés, ça donne des paires, on se voit, enfin le rameur voit celui qui barre pendant 1 heure, et puis tout est permuté. Et puis votre attention est tellement requise par ce qui se passe que finalement, on a l'impression que le soir, quand tout s'arrête, vous redécouvrez vos 2 copains, quoi, comme si on ne s'était pas vu de la veille, depuis le départ de la veille. C'est très étonnant. Et le soir, voilà, il y a une espèce les choses se remettent en marche. On se met à parler, on se met à... Bon, il faut préparer à manger. On se met à parler, on se redécouvre. Voilà. Il faut aussi le soir redécouvrir la pesanteur, d'ailleurs, parce qu'il y a cette idée que finalement la barque, c'est un peu comme un truc d'astronaute. Là, on est un peu il faut pas redécouvrir d'abord qu'on est un animal debout et que... Oui, ça nous est arrivé. Enfin, moi, j'ai eu ce sentiment plusieurs fois. C'est plutôt quand on s'arrête dans un village et qu'il faut marcher. Quand subitement vous passez de plusieurs heures de barque à un plancher en dur, vous avez l'impression que vous avez un coup dans le nez ou que ça flanche un peu. Par contre, le soir, c'est comme on choisissait les îles. C'est du plancher, mais c'est pas du plancher. C'est du sable, c'est mou. Ça reste quand même, ça reste un peu liquide. Et puis l'eau est là, quoi. Elle est à droite et à gauche, quoi. C'est un peu flottant encore. On va rester un peu dans les 5 sens et on va passer à l'odorat. Alors l'odorat est quand même très présent. Les odeurs sont très présentes dans le livre. Or, quand tu attaques le chapitre que tu as intitulé « Renifler », à ta façon, à toi, avec ce vocabulaire et ces images, tu écris, je veux dire, là aussi, juste les lignes du début. Haleine de tilleul, relent de saules et de racines, herbes coupées, fumée d'été, il n'y eut pas d'odeur, ou plutôt, l'odorat confondu fit chou blanc d'un tel mélange, le bain-marie des parfums s'évaporait au profit d'un unique arôme continu, l'odeur de l'eau. Or, l'eau n'a pas d'odeur, l'odeur à elle, sinon toute celle qu'elle relève si bien qu'à tamiser 100 bouquets à la fois, ça ne sent pas. Alors ça, c'est le début de ce chapitre, et puis, je ne vais pas dire la suite, mais quand même un peu plus loin, dans Écart de fleuve,
À midi, le temps de pause ne dure guère. Nous accostons pour un encas, un fruit, le pain cassant de la veille, de grosses lamelles de saucisson, un morceau de fromage s'il en reste. Nos victuailles sont rangées dans un bidon étanche, toutes ensemble, si bien qu'à l'ouverture se dégage un puissant parfum de denrées pêle-mêle. Les pommes ont le fumé des charcuteries, les carottes suintent le brie, les biscuits sentent l'ail, tout ce qui a touché au torchon imprégné des mélanges en gardera les empreintes olfactives. Alors bon, là, pareil, je ne continue pas, mais qu'aime régulièrement au long de ces impressions de quelques années auparavant, les odeurs prennent place, hein, l'odeur de vase, odeur de pourri, odeur de ville. Oui, c'est pas les odeurs, ouais, pas les odeurs que vous imaginez l'odorat, au départ. oui, toujours pareil. Ouais. Mais l'odorat, c'est ce qui aura été le moins prégnant peut-être, plus que la vue, plus que le toucher des avirons, de l'aluminium de cette barque. Oui, enfin, c'est un peu comme, je reviens toujours à le fait d'être privé pendant des jours et des jours des repères qui sont les vôtres, comme un visage humain. C'est à peu près la même chose avec les odeurs. Alors, il est peut-être certain que le fait de mettre notre fromage et nos fruits dans un bidon en plastique avec une chaleur quand même assez forte, bon, ça peut pas forcément sentir très bon. N'empêche que le fait d'être à peu près privé de la collection d'odeurs qu'on peut rencontrer sans même s'en apercevoir au cours de ne serait-ce que d'une demi-heure, ça relève toutes les autres, ça relève les parfums, qu'ils soient agréables ou pas agréables. Et de même que, pour moi, ça ne regarde que moi, j'associe des couleurs à certaines sections du fleuve. Oui, effectivement, on pourrait parler de certaines odeurs du fleuve. Hein. La Loire, à partir de Nantes, n'a pas la même odeur qu'à Nevers. Il y a déjà des éléments marins qui vous rentrent dans les naseaux. Il y a quelque chose qui pressent l'océan. Hein. Puis de toute façon, l'eau est salée à cet endroit. Donc oui, la Loire peut se définir aussi par ses parfums. Oui, ou les parfums de la station Total. Oui, effectivement. Là, c'est autre chose. Oui. Alors, il y a un des sens qui, il me semble être non pas absent, mais bon, c'est évoqué de façon très, très accidentelle, c'est le goût. Oui, il y a quasiment rien là-dessus. Oui, quasiment rien. Ouais. C'est quoi? C'est une chose qui a été laissée. Tu évoques les dîners de façon là aussi très fugace. Il ne s'agit pas d'un journal, donc on a l'impression de quelque chose de finalement peu important. L'important est de faire cette pause après les 9 heures d'activité. On aurait pu parler du goût si ça avait été un voyage gastronomique ou un voyage au cours duquel on se serait accordé quand même des réconforts. Ça n'a pas été le cas. Là aussi, c'était notre choix naturel, de même qu'on ne voulait pas aller à l'hôtel, on n'allait pas au restaurant le midi ou le soir pour tout se faisait toujours dans le confinement de la barque. Donc vous pouvez imaginer ce qu'étaient les repas. C'était pas très fin, de même que les vins qu'on a pu goûter. C'était pas des bonnes bouteilles, mais c'était plutôt un cubi à l'avant, qui avait passé sa journée au soleil. Et alors le toucher, on finira. Le toucher, c'est tous ces moments où tu évoques des parties du corps. Alors, beaucoup les pieds, finalement. Oui, les pieds, parce que les pieds deviennent comme deux espèces de camarades qui sont au chômage, quoi. Vous passez toute la journée sans utiliser vos pieds, alors que vous les voyez, puis vous les voyez bien, ils sont pas loin, ils sont nus, mais ils servent pas.
leur fonction leur fonction est mise vraiment de côté. Ce sont les mains qui font toute la partie, tout le travail. Donc, il se passe exactement les mêmes choses. J'ai été très, très attentif aux impressions pédestres que vous pouvez retrouver le soir quand vous vous arrêtez. Qu'est-ce que c'est que de remettre vos pieds dans l'eau et puis de marcher sur du sable alors qu'ils reprennent leur fonction première. Et à l'inverse, les mains qui... ça, c'est une sensation vraiment physique très mémorable pour moi. C'est qu'une fois que vous avez ramé 1 heure, vos mains ont pris le calibre des rames, c'est-à-dire qu'elles restent crispées. Il faut... et c'était vérifiable chez les 3 compagnons, là. Il faut 5-10 bonnes minutes, voire plus, avant que la main puisse retrouver son envergure de main, pour être redépliée. Ça, c'est un souvenir très très fort. Des gestes tout bêtes, comme préparer un repas. Si vous êtes le dernier à avoir ramé, ce sera moins facile parce que voilà, la main, il faut qu'elle redevienne main. Et puis les fesses. Les fesses, là on n'oublie pas qu'on a des fesses quand on passe 9 heures sur un banc d'aluminium avec des bandes en plus antidérapantes. C'est quelque chose qui... voilà. Oui, le toucher est un des éléments prégnants, je crois, de ce livre. Donc nous sommes bien dans une évocation des corps, comme je le disais, et dans les ouvrages précédents, notamment dans tes romans précédents, je pense notamment au dernier, L'île au tronc, ces corps abîmés, ces corps, on va dire souvent à moitié détruits au sens propre du terme, sont des corps de personnages. Là, tu viens d'évoquer tes compagnons, et tes compagnons, on ne peut pas les associer à des personnages de ton livre. Ils sont là, mais finalement, ils ne sont pas, comme dans tous les autres livres, des ressorts particulièrement importants de ce livre. Je pensais à quand j'ai ouvert ce livre, il y a déjà quelques longues semaines, 3 hommes dans une barque, je ne pouvais pas ne pas repenser à une lecture d'enfance qui était 3 hommes dans un bateau de Jérôme K. Jérôme, et où on est exactement là dans un esprit totalement contraire de la construction d'un livre. C'est 3 hommes dans un bateau, on parle beaucoup plus des personnages qui sont dans le bateau que du bateau et de son voyage sur la Tamise. Toi, tu as laissé délibérément, à part au début, les compagnons dans une sorte aussi peut-être un peu de brume, d'évidence. Oui, ils n'ont pas de visage. Ils n'ont pas de nom. À aucun moment je donne ni même leur prénom. Je crois que je les appelle l'un et l'autre. On ne peut pas dire que je me sois beaucoup mis en avant non plus dans le livre. Je suis moi aussi à peu près inexistant. Enfin, le jeu arrive de temps à autre, mais pas si souvent que ça. Oui, et puis j'ai l'impression que le fait de, contrairement à toutes nos idées, voyage de détente, voyage de repos, voyage de méditation, j'avais emporté un livre. On était limité par le poids, mais j'avais quand même emporté un livre en me disant, ça va être idéal, pouvoir lire, mais pas du tout. Les journées sont occupées, tant qu'on avance, par ces 3 choses que je vous ai indiquées, à savoir regarder devant pour barrer et puis ramer. Donc pas une ligne de lu, mais ces 3 fonctions sont tellement complémentaires que pour moi ces 3 personnes sont le même personnage.
vous êtes constitutif des deux autres qui font une part du travail nécessaire. Vous êtes, même si que vous ramiez ou que vous ne ramiez pas, vous êtes un tiers de la force, voilà, qui permet la barque d'aller au plus juste de son chemin. C'est peut-être ce qui explique pourquoi, voilà, les autres n'existent pas, parce que les autres sont moi-même, ou je suis en eux aussi. Maintenant, pour en revenir, juste une toute petite chose, à l'île aux Troncs, qui met en scène des Kudjat, héros de la soviétique du deuxième conflit mondial. Voilà, j'ai eu une rencontre à Angers précisément il y a quelque temps, et une personne m'a dit, mais est-ce que vous l'avez fait exprès ou quoi? Parce que c'est incroyable, dans ce livre-là, vous êtes tous les trois des hommes troncs. Vous n'avez pas de jambes, le bastingage vous arrive là, j'y avais pas du tout pensé. Merci et bonne lecture à vous. Le roman de Michel Julien, Intervalle de Loire, est publié aux éditions Verdier. Parmi les derniers ouvrages de Michel Julien, citons entre autres Denise au Ventoux en 2017 ou encore L'île aux Troncs en 2018, également publié chez Verdier. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche samedi 14 mars 2020.